Ma femme a dit, pas de SX pour toi tant que tu n'acceptes pas une relation libre. Je me suis levé et je lui ai montré la porte. Son visage s'est figé quand elle a vu que j'étais sérieux. On dit qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant qu'il ne vous demande de détruire votre propre dignité. Je pensais connaître ma femme après 7 ans de mariage, chaque rite d'expression, chaque routine matinale, chaque rêve que nous avions construit ensemble, brique par brique. Mais la femme assise en face de moi ce vendredi soir-là, habillée comme si elle allait quelque part où je n'avais jamais été invité, me demandant d'accepter quelque chose qui éventrerait notre mariage tout en me gardant sous la main pour payer les factures. C'était une étrangère avec le visage de ma femme. Je m'appelle Daniel Foster, et je dois vous raconter ce qui est arrivé à mon mariage. Pas pour la sympathie, je n'en ai plus besoin, mais parce qu'il y a quelque chose d'important ici sur le fait de savoir quand partir, sur la reconnaissance de sa propre valeur quand quelqu'un que vous aimez décide qu'elle n'en a aucune. J'ai 35 ans, et ça fait 15 ans que je manie le marteau et que je pose des fondations. Le BTP, le genre de travail où vous rentrez chez vous avec de la sueur dans les cheveux et du béton sous les ongles. Mes mains sont couvertes de cicatrices et de callosités, mon dos me fait mal la plupart des matins, mais il y a quelque chose d'honnête dans le fait de construire des choses qui durent. Quand je monte la charpente d'une maison, je sais que cette famille y vivra pendant des décennies. Quand je coule des fondations, je sais qu'elles tiendront bon face aux tempêtes et au temps. Je suis fier de ce genre de permanence. Michel et moi étions mariés depuis 7 ans quand tout s'est effondré. 7 ans de ce que je pensais être une fondation solide, bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 25 ans, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. J'ai été attiré par son rire, sa façon de rendre les conversations banales significatives. Elle était belle de cette manière accessible, pas parfaite comme dans les magazines, mais réelle. Le genre de femme qui était belle en toutes circonstances, qui faisait du retour à la maison une récompense. Nous n'avons jamais eu d'enfant, bien que nous en ayons beaucoup parlé. Michel disait qu'elle n'était pas encore prête, qu'elle voulait d'abord profiter de la vie de couple. Je n'ai pas insisté. Nous avions le temps, ou du moins c'est ce que je pensais. Elle restait à la maison pendant que je travaillais 60 heures par semaine, parfois plus quand de gros projets se présentaient. Cela semblait nous convenir. Je subvenais à nos besoins, elle gérait la maison, et nous avons construit une vie ensemble dans un modeste 3 pièces dans un quartier correct. Le genre d'endroit dont mon père aurait été fier, des rues sûres, de bonnes écoles à proximité pour quand nous serions prêts, des voisins qui vous saluaient quand vous tondiez la pelouse. Pendant des années, notre routine a été confortable, réelle. Je rentrais épuisé, et Michel était là à la porte, généralement avec le dîner prêt ou au moins prévu. Nous mangions ensemble, parlions de nos journées, la mienne remplie de chantiers et de problèmes d'équipe, la sienne plus calme, mais toujours pleine de petits détails qui comptaient. Les matins de week-end étaient pour le café au lit, les après-midi pour les courses ou simplement pour paresser ensemble. Nous faisions l'amour régulièrement, pas avec le feu des jeunes mariés, mais avec la chaleur constante de personnes qui connaissaient le corps de l'autre, qui avaient trouvé leur rythme. Puis, il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Michel a rejoint ce qu'elle appelait un « groupe social », 5 ou 6 femmes du quartier qui se retrouvaient pour des soirées vins tous les jeudis et des brunchs le week-end dans des endroits branchés du centre-ville. Au début, j'étais content pour elle. Elle avait été isolée, passant trop de temps seule pendant que je travaillais de longues journées. Je pensais que des amitiés féminines lui feraient du bien, lui donneraient quelque chose à attendre avec impatience au-delà de mon retour chaque soir. Mais ce n'étaient pas des amitiés normales. Les changements ont commencé modestement. La garde-robe de Michel a évolué vers des vêtements plus révélateurs, des hauts décolletés, des jupes plus courtes, des robes qui moulaient ses formes d'une manière qui semblait conçue pour attirer l'attention. Quand je la complimentais ou que je posais des questions sur une nouvelle tenue, elle balayait ça d'un revers de main. J'avais juste envie d'essayer quelque chose de différent, disait-elle en haussant les épaules. Mais je ne me souvenais pas avoir acheté ces vêtements, et notre budget était suffisamment serré pour que j'aie remarqué des achats coûteux. Son téléphone est devenu une extension de sa main, des textos constants, des appels fréquents qu'elle prenait en privé, des rires à des messages qu'elle ne partageait jamais. Quand je demandais à qui elle parlait, c'était toujours la même réponse. Juste les filles, répondait-elle d'un ton qui suggérait que je ne devrais pas m'intéresser aux conversations de femmes. C'est juste, pensais-je. Tout le monde a besoin d'intimité. L'intimité est morte progressivement, puis soudainement. Michel a commencé à prétexter la fatigue,
les maux de tête, le stress. Quand je tendais la main vers elle dans le lit, elle se raidissait ou se détournait. Pas ce soir est devenue sa réponse par défaut. Les matins de week-end se sont transformés en une course pour se préparer pour le brunch avec les filles. Nos moments tranquilles ensemble se sont évaporés, remplacés par sa préparation sans fin pour des événements sociaux auxquels je n'étais pas invité. Mais ce sont les conversations au dîner qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Michel est devenu obsédé par ces femmes, à quel point elles étaient libres, comment elles vivaient, authentiquement, comment elles refusaient de se contenter de moins ou de compromettre leur bonheur. Elle parlait sans cesse de Sarah qui avait quitté son mari parce qu'il la freinait, ou de Jennifer qui explorait ses options, tout en étant techniquement toujours mariée. Chaque histoire semblait conçue pour planter des graines, pour me faire comprendre que rester dans une seule relation était en quelque sorte limitant, que l'engagement était un piège plutôt qu'un choix. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux détails. Ces femmes n'étaient pas des divorcées heureuses en quête d'elles-mêmes, c'étaient des briseuses de ménage qui encourageaient mutuellement leurs pires pulsions. Elles se retrouvaient dans des restaurants chers que je ne pouvais pas me permettre, parlaient de leurs aventures avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris, et validaient leurs tromperies et trahisons mutuelles comme de l'émancipation et de la découverte de soi. Michel rentrait de ces rassemblements pleine d'une énergie qu'elle n'avait jamais après avoir passé du temps avec moi. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle racontait leur conversation, mais quand elle me regardait, cette lumière s'éteignait. Je pouvais la voir comparer, évaluer, me trouver insuffisant face aux fantasmes dont ces femmes lui remplissaient la tête. La chaleur qui m'accueillait autrefois à la porte avait disparu. Michel levait à peine les yeux de son téléphone quand je rentrais à la maison. Le dîner était devenu un monologue où elle me parlait plutôt qu'avec moi, des monologues sur le courage de ses amis de quitter des relations ennuyeuses pour poursuivre un vrai bonheur. Quand j'essayais d'engager la conversation, de lui demander comment s'était passée sa journée au-delà du groupe, elle me donnait des réponses d'un seul mot et retournait à son téléphone. Je l'ai remarqué mais je ne l'ai pas confronté. Une partie de moi espérait que ce n'était qu'une phase, une crise de la quarantaine, un besoin de se sentir à nouveau jeune et attirante. Je me disais qu'elle était juste en train de se trouver, d'explorer des amitiés qui lui avaient manqué. J'ai travaillé plus dur, pensant que si je subvenais davantage à nos besoins, si je contribuais plus, elle se souviendrait de ce que nous avions ensemble. J'ai pris des projets supplémentaires, ramené de plus gros chèques de paie, je l'ai surprise avec de petits cadeaux et des dîners au restaurant. J'avais tort. Plus j'essayais, plus je voyais de mépris dans ses yeux. Mes efforts n'étaient pas romantiques, ils étaient pathétiques. Mon travail n'était pas admirable, c'était un labeur d'ouvrier qui me marquait comme étant sans ambition. Ma fidélité n'était pas de la loyauté, c'était une prévisibilité ennuyeuse. Tout ce que je pensais faire de moi un bon mari devenait une preuve de mon inadéquation. Un jeudi soir, alors que Michel était dans la salle de bain en train de se préparer pour sa soirée vin, son téléphone a vibré sur la commode. J'y ai jeté un coup d'œil par réflexe, pas pour espionner, juste la réaction naturelle à une notification. L'aperçu montrait un texto de Sarah, « Tu lui as déjà parlé du truc du mariage libre ? Tu ne peux pas continuer à vivre ce mensonge pour toujours. » Mon sang s'est glacé. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, essayant de comprendre ce que j'avais lu. Mariage libre ? Quel mensonge ? Cette nuit-là, j'ai entendu Michel dans la salle de bain, la voix basse mais excitée. Non, il n'en a aucune idée, a-t-elle chuchoté au téléphone. Il est trop occupé à jouer les héros prolétaires pour remarquer quoi que ce soit. Demain soir, je vais lui dire. Le rire qui a suivi a été comme de l'eau glacée dans mes veines. Ce n'était plus ma femme. C'était une étrangère corrompue par le poison que ses amis lui administraient depuis des mois. Vendredi soir, je suis rentré d'une journée particulièrement brutale. 12 heures de travail dans le béton sous une chaleur de 32 degrés, ma chemise trempée de sueur, mes muscles hurlant de douleur. Tout ce que je voulais, c'était une douche, un dîner et peut-être une soirée tranquille avec ma femme. Michel était dans le salon, parfaitement maquillée comme si elle se rendait à un endroit spécial. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable, elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant d'apparence chère, assez décolletée pour montrer sa poitrine, assez courte pour être inappropriée pour une femme mariée. Elle faisait défiler son téléphone, ce sourire familier jouant sur ses lèvres. « Salut », dis-je en posant mon sac de travail. « Tu es jolie. Tu sors encore ?» Elle leva brièvement les yeux,
son expression plate et dédaigneuse. Non, en fait, je pensais qu'on pourrait peut-être rester à la maison ce soir. Parler. Quelque chose dans son ton me serra l'estomac. Ce n'était pas la voix d'une femme voulant renouer le contact. C'était la voix de quelqu'un qui avait pris une décision et était sur le point de l'annoncer. Super, répondis-je, en essayant de paraître enthousiaste. Laisse-moi prendre une douche d'abord, puis peut-être qu'on pourrait commander à dîner. Je pensais qu'on pourrait juste parler maintenant, m'interrompit-elle en posant son téléphone. Il y a des choses dont nous devons discuter à propos de notre mariage. Je suis resté là dans mes vêtements de travail, encore poussiéreux et fatigué, regardant cette femme qui avait autrefois tout aimé de mon travail, qui me massait les épaules endolories et me disait à quel point elle était fière de mon éthique de travail. Maintenant, elle me regardait comme si je traînais de la boue dans un musée. D'accord, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Qu'est-ce qui te préoccupe? Michel prit une profonde inspiration comme si elle se préparait à quelque chose de désagréable. Daniel, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à nous, à ce que je veux de la vie, à savoir si ce mariage fonctionne vraiment encore. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je. Je veux dire que tu rentres tous les jours couvert de saleté, épuisé, sans rien à raconter à part les chantiers et les problèmes d'équipe, expliqua-t-elle froidement. On dîne, on regarde la télé, on va se coucher, et on recommence. C'est quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose d'excitant? Quand avons-nous eu pour la dernière fois une conversation qui m'a fait réfléchir? La critique m'a frappé comme un coup physique. Michel, je travaille 60 heures par semaine pour que tu n'aies pas à le faire. Je pensais que c'était ce sur quoi nous étions d'accord. Je n'ai jamais accepté d'être une femme au foyer des années 1950 attendant que son mari ouvrier rentre à la maison pour valider son existence, répliqua-t-elle. Sa voix était maintenant vive, tranchante. J'ai 32 ans, Daniel. J'ai des besoins, des désirs, des rêves qui vont au-delà de tenir une maison pour un ouvrier du bâtiment. Ouvrier du bâtiment. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que mon travail était un échec, quelque chose dont il fallait avoir honte. Venant d'une femme qui avait vécu de mon revenu ouvrier du bâtiment, pendant 7 ans. Quel genre de rêve, demandai-je, même si je commençais à soupçonner que je le savais déjà. Michel s'agita sur sa chaise, rassemblant son courage pour la bombe qu'elle était sur le point de lâcher. Je veux me sentir à nouveau vivante, Daniel. Je veux de la passion, de l'excitation, une connexion avec des gens qui me stimulent intellectuellement et émotionnellement. Et moi, je ne te stimule pas, questionnai-je. Plus maintenant, répondit-elle sans hésitation. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, et j'étais juste trop jeune pour m'en rendre compte. 7 ans de mariage balayés comme une ignorance de jeunesse. 7 ans d'amour et de loyauté réduits à une erreur dont elle s'était lassée. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer, demandai-je. Non, dit-elle rapidement. Je ne veux pas jeter tout ce que nous avons construit ensemble. La maison, la sécurité financière, la stabilité. Je veux juste plus. Je la fixai, attendant que le couperet tombe. Je veux une relation libre, annonça-t-elle. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme la fumée d'une explosion. Pendant un instant, je n'ai pas pu comprendre ce qu'elle venait de dire. Une relation libre? Elle voulait rester mariée avec moi mais coucher avec d'autres hommes. Tu veux quoi, réussis-je à dire. Un mariage libre, répéta-t-elle. Je veux la liberté d'explorer d'autres connexions tout en maintenant ce que nous avons ici. Beaucoup de couples le font, Daniel. Ça s'appelle être mature en matière de relations. Je pouvais entendre la qualité répétée dans sa voix, comme si elle avait pratiqué ce discours. Tu veux que je te laisse me tromper, déclarai-je sans détour. Ce n'est pas de la tromperie si nous sommes tous les deux d'accord, répondit-elle sur la défensive. C'est de l'honnêteté. C'est admettre que la monogamie est un concept dépassé qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, tu as déjà choisi le gars avec qui tu veux être intime, demandai-je brutalement. Elle tressaillit à mon langage mais ne recula pas, il pourrait y avoir quelqu'un, oui. Mais ce n'est pas la question. La question est la liberté, l'authenticité, ne pas être piégé par des règles arbitraires. Je sentis quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Et qu'est-ce que je gagne dans cet arrangement? Tu restes marié avec moi,
répondit-elle. Tu gardes la vie que nous avons construite, et tu as les mêmes libertés que celles que je demande. Je ne veux pas avoir d'intimité avec d'autres femmes, Michel. Je veux être marié à ma femme, répliquai-je. C'est ton choix, dit-elle froidement. Mais tu ne peux plus faire ce choix pour moi. Le masque était complètement tombé maintenant. Elle voulait la sécurité que je lui offrais tout en allant chercher ses frissons ailleurs. Elle voulait que je sois son cocu. Non, dis-je fermement. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu, mais je le pensais complètement. Non, répéta-t-elle, surprise. Je ne le ferai pas. Je n'accepte pas un mariage libre. Je ne te donne pas la permission de me tromper pendant que je paie tes factures, déclarai-je. L'expression de Michel passa de la surprise à la colère. Tu ne peux pas simplement refuser d'en discuter? Je ne le discute pas. Je le rejette complètement, répondis-je. C'est exactement de ça que je parle, explosa-t-elle. Tu es si rigide, si borné. Tu ne peux même pas avoir une conversation d'adulte sur ce dont j'ai besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des relations intimes avec d'autres hommes tout en restant marié à moi. Ai-je manqué quelque chose, répondis-je. Tu es grossier et réducteur, lança-t-elle. Il s'agit d'épanouissement émotionnel. Il s'agit du fait que tu veux être une salope tout en gardant un mari, l'interrompis-je. Elle se leva brusquement, le visage rouge de colère. Comment oses-tu me traiter de ça? Comment appelles-tu une femme mariée qui veut coucher à droite à gauche, demandai-je. La dispute s'envenimait rapidement, mais je pouvais voir autre chose dans les yeux de Michel, la surprise que je ne négocie pas, que je n'essaie pas de trouver un compromis. Mes amis m'avaient prévenu que tu réagirais de cette façon, dit-elle sur la défensive. Elles ont dit que les hommes comme toi ne peuvent pas gérer les femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent. Et voilà. Ses sœurs l'avaient coaché pour toute cette conversation. Tes amis, dis-je lentement. Celles qui t'encouragent à détruire ton mariage. Elles m'encouragent à vivre authentiquement, à cesser de me contenter de moins que ce que je mérite, répliqua-t-elle. Et ce que tu mérites, c'est un mari qui paie les factures pendant que tu couches avec d'autres hommes, déclarai-je. Si tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin émotionnellement et physiquement, alors oui, je mérite de le trouver ailleurs, répondit-elle avec défi. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 7 ans, je l'ai vraiment regardée. Le mépris dans ses yeux n'était pas nouveau. Je pouvais voir maintenant qu'il s'était accumulé depuis des mois. Alors pas, dis-je. Les mots sont sortis calmes, définitifs, sans colère ni supplication. Quoi, demanda-t-elle, stupéfaite. Si je ne peux pas te donner ce que tu mérites, alors pars. Demande le divorce. Trouve un homme qui le peut, expliquai-je. Michel me regarda comme si je l'avais giflé. Ce n'était pas dans le script que ses amis lui avaient fourni. Tu n'es pas sérieux, murmura-t-elle. Tout à fait sérieux. Tu veux la liberté? Prends-la. Tu veux explorer d'autres connexions? Fais-le. Mais tu ne le feras pas en étant marié à moi, répondis-je fermement. Elle a essayé différentes approches, des larmes, des promesses, de la séduction. J'ai physiquement retiré sa main quand elle a touché mon bras. Tu ne resteras pas ici, lui ai-je dit. Elle a attrapé son sac à main et ses clés, le visage tordu par la rage. Tu le regretteras, Daniel. Tu réaliseras ce que tu as perdu, et d'ici là, il sera trop tard. La seule chose que je perds, c'est une femme qui veut me tromper. Je survivrai, répondis-je. Michel a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. J'ai entendu sa voiture démarrer, les pneus crissant alors qu'elle reculait. Mon téléphone était dans ma main avant même que je décide consciemment de le prendre. J'ai ouvert le navigateur et tapé « Meilleur avocat divorce près de chez moi ». Mes mains ne tremblaient pas. J'ai appelé pour me dire malade le lendemain matin, la première fois en 3 ans que je manquais le travail pour autre chose que la grippe. À 8 heures, j'étais assis dans la salle d'attente de Williams et Associés, droit de la famille. Robert Williams avait 15 ans d'expérience et était spécialisé dans les divorces avec des actifs importants. La salle de consultation était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des fauteuils en cuir, des livres de droit, des diplômes couvrant un mur. Williams lui-même avait la cinquantaine,
les tempes grisonnantes, portait un costume cher, mais il ne m'a pas regardé comme si j'étais déplacé. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-il en sortant un bloc-notes. J'ai tout déballé, la demande de Michel pour un mariage libre, sa menace de partir si je n'acceptais pas, les mois de manipulation émotionnelle qui ont précédé. J'ai gardé une voix stable et factuelle, mais à l'intérieur, je traitais encore l'ampleur de ce qui s'était passé. Williams a écouté sans jugement, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Première question, voulez-vous sauver ce mariage, demanda-t-il. Non, répondis-je. La réponse est venue instantanément, me surprenant par sa certitude. Elle a clairement montré ce qu'elle pense de moi, de notre mariage. Je veux en sortir. Bien. Ça rend les choses plus simples, répliqua-t-il en parcourant ses notes. Pas d'enfant? Non, confirmai-je. Sa demande de mariage libre démontre un abandon des devoirs conjugaux. Les juges ne voient pas ça d'un bon œil. Son chômage affaiblit considérablement sa position, expliqua-t-il. Vous garderez probablement la maison puisque vous pouvez démontrer une responsabilité financière exclusive. Elle pourrait avoir droit à une pension alimentaire temporaire, mais minime. Quel est votre conseil sur la stratégie, demandai-je. Frappez vite et fort, conseilla Williams. Faites-lui signifier les papiers immédiatement avant qu'elle n'ait le temps de planifier ou de cacher des actifs. Déposez une demande pour différends irréconciliables, mais documentez ses exigences. Williams a sorti une convention d'honoraires. J'aurai besoin d'un acompte de $5000. Nous pouvons avoir les papiers prêts pour lundi, signifiés d'ici mardi. Peut-on le faire plus vite, demandai-je. Il leva les yeux du contrat. À quelle vitesse? Aujourd'hui. Cet après-midi, répondis-je. Williams m'a étudié un instant, essayant probablement de déterminer s'il s'agissait d'une impulsion émotionnelle ou d'une décision calculée. Ça coûtera un supplément pour un service urgent, mais oui, nous pouvons avoir les papiers prêts pour le déjeuner et signifiés d'ici 16 heures. Vous êtes sûr de ça, demanda-t-il. J'ai signé la convention d'honoraires et fait un chèque de $6000. J'en suis sûr. Je suis rentré chez moi en traversant des rues familières, passant devant l'école primaire où nous avions prévu d'envoyer nos futurs enfants, devant le parc où Michel et moi avions l'habitude de nous promener le dimanche matin. Tout semblait pareil, mais j'avais l'impression de tout voir pour la première fois. La voiture de Michel était dans l'allée. Elle était rentrée quelque temps après mon départ, s'attendant probablement à me trouver prêt à négocier, disposé à faire des compromis. Au lieu de cela, elle avait trouvé une maison vide et un mari qui avait passé sa matinée à engager un avocat. Je l'ai trouvée dans le salon, portant toujours la robe de la veille mais maintenant froissée, son maquillage bavé comme si elle avait pleuré. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir de l'espoir dans ses yeux, l'espoir que j'étais revenu à la raison. Daniel, je suis si contente que tu sois là, commença-t-elle avec empressement. J'ai réfléchi toute la nuit, et j'ai réalisé que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Peut-être que nous pouvons. Laisse tomber, l'interrompis-je en m'asseyant en face d'elle. Je pensais tout ce que j'ai dit. L'espoir mourut dans ses yeux, remplacé par quelque chose de plus dur. Alors, et maintenant? Tu veux me punir pour avoir été honnête sur mes besoins. Je ne te punis pas. Je te donne exactement ce que tu as demandé, répliquai-je. Pendant l'heure qui a suivi, Michel a tout essayé, les larmes, la colère, les promesses de couper le contact avec ses amis, les offres d'aller en thérapie. Elle a même essayé la séduction, se rapprochant, touchant mon bras, me rappelant ce que nous avions eu ensemble. Je n'ai rien ressenti. Chaque mot sonnait creux, chaque contact semblait manipulateur. Elle était seulement désolée parce qu'il y avait maintenant des conséquences. À 15h45, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Michel était au milieu d'une autre supplique larmoyante quand la sonnette a retenti. « Tu attends quelqu'un » demandai-je. Michel avait l'air confuse. « Non, Je suis allé à la porte et j'ai ouvert. Un homme d'âge moyen en costume bon marché se tenait sur mon porche, tenant une enveloppe Kraft. « Michel Foster » demanda-t-il. « Elle est à l'intérieur » répondis-je en m'écartant. Michel est apparu derrière moi, toujours confuse.
Je suis Michel Foster. J'ai des documents juridiques pour vous, dit-il en lui tendant l'enveloppe et en sortant un porte-bloc. J'ai besoin que vous signiez pour accuser réception. J'ai vu la couleur quitter le visage de Michel alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Ses mains tremblaient en signant le formulaire. L'huissier est parti sans cérémonie, et Michel est resté là, tenant l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Ta liberté » répondis-je. Elle a déchiré l'enveloppe, en a sorti les papiers de divorce et a lu la première page. Son visage passa par une série d'expressions, l'incrédulité, le choc, puis la rage. « Tu as demandé le divorce aujourd'hui » demanda-t-elle, incrédule. « Ce matin » confirmai-je. « Tu ne peux pas être sérieux. Nous n'avons même pas essayé de régler ça, protesta-t-elle. Il n'y a rien à régler. Tu veux un mariage libre, je veux le divorce. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons, expliquai-je. C'est de la folie. Tu jettes notre mariage entier parce que j'ai été honnête sur mes sentiments, demanda-t-elle. Je mets fin à notre mariage parce que tu as cessé d'être ma femme, répondis-je calmement. Fais tes valises, Michel. Tu dois être sorti de cette maison ce soir, lui dis-je. Tu me mets dehors, demanda-t-elle, choquée. Je te demande de partir. C'est toujours légalement ta maison aussi, pour l'instant, mais je ne veux pas de toi ici, expliquai-je. Où suis-je censé aller, plaida-t-elle. Appelle tes sœurs. Je suis sûr qu'elles t'aideront à célébrer ta nouvelle liberté, suggérai-je. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, Michel avait l'air vraiment effrayé. La réalité s'imposait. Elle avait parié notre mariage sur ma volonté d'être humiliée, et elle avait perdu. À 19h, Michel avait emballé ce qui tenait dans sa voiture. Elle continuait d'essayer de relancer la conversation pour trouver un angle qui pourrait me faire changer d'avis, mais j'étais passé de la colère à quelque chose de plus froid et de plus définitif. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardé charger la dernière valise. Elle a regardé la maison comme si elle la voyait pour la première fois, ou peut-être en voyant ce qu'elle perdait vraiment. « Je t'appellerai demain », dit-elle avec espoir, « quand tu auras eu le temps de réfléchir à tout ça. » « Ne le fais pas, répondis-je. Elle s'est éloignée lentement, comme si elle s'attendait à ce que je la poursuive. Au lieu de cela, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La maison m'a paru différente immédiatement, plus calme, plus propre en quelque sorte. Mon téléphone a vibré vers 21h. Un SMS de Michel. Je reste chez mes parents. S'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. On peut arranger ça. J'ai supprimé le message sans répondre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Michel est revenu le lendemain matin avec des renforts, ses parents la flanquant de manière protectrice alors que nous prenions tous place dans le salon. Michel nous a raconté ce qui s'est passé, commença sa mère, Patricia, doucement mais fermement. Et bien que nous ne soyons pas d'accord avec la façon dont elle a abordé la situation, nous pensons que tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive à quoi, exactement, demandai-je. Son père, Frank, se pencha en avant. Elle avait quelques inquiétudes concernant votre mariage, Daniel. Peut-être qu'elle ne les a pas exprimées parfaitement, mais la mettre à la porte et demander le divorce, c'est extrême. J'ai regardé Michel. Leur as-tu dit ce que tu as réellement demandé? Les yeux de Michel se sont détournés. Je leur ai dit que nous avions eu un désaccord sur l'avenir de notre relation. C'est une façon intéressante de le dire, répliquai-je. Me tournant vers ses parents, j'ai continué, a-t-elle mentionné qu'elle avait exigé un mariage libre? Qu'elle voulait la permission de coucher avec d'autres hommes tout en restant mariée à moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'expression de Patricia passa de sympathique à confuse. Frank avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Michel? La voix de Frank était dangereusement calme. Est-ce que c'est vrai? Michel se tortilla sous le regard de son père. C'est plus compliqué que ça. As-tu, oui ou non, demandé à Daniel d'accepter un mariage libre, exigea-t-il. J'ai suggéré que peut-être nous pourrions explorer, balbutia-t-elle. Bon Dieu, l'interrompit Frank, en se prenant la tête dans les mains. Michel, à quoi diable pensais-tu?
Ces femmes, dit soudain Patricia, la compréhension se faisant jour dans sa voix. Ses amis à toi. C'était leur idée, n'est-ce pas? Le silence de Michel était une réponse suffisante. Franck se leva brusquement. Nous partons. Patricia, prends ton sac. Franck, attends, protesta Patricia. Non. Je ne vais pas rester assis dans la maison de cet homme à écouter notre fille expliquer pourquoi elle pensait qu'il était acceptable de détruire son mariage, déclara-t-il fermement. Regardant Michel avec dégoût, il ajouta, je t'ai mieux élevé que ça. Papa, s'il te plaît, plaida Michel. Ne m'appelle pas papa. Tu as fait ton choix. Tu voulais agir comme une femme célibataire, maintenant tu en es une, répondit-il froidement. Patricia a essayé de servir de médiatrice. Michel, ma chérie, peut-être que tu pourrais t'excuser, essayer d'arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, intervins-je. Votre fille a très clairement montré ce qu'elle pense de moi et de notre mariage. Je ne fais que lui donner ce qu'elle a demandé. J'ai fait une erreur, protesta désespérément Michel. J'ai reçu de mauvais conseils d'amis que je pensais se soucier de moi. Mais ça ne veut pas dire que nous devons jeter 7 ans. C'est toi qui les as jetés, dit froidement Franck, au moment où tu as décidé que Daniel n'était pas assez pour toi. Après leur départ, la maison semblait encore plus silencieuse. Les parents de Michel avaient clairement vu la situation et soutenu ma décision. Cela signifiait plus qu'ils ne le savaient probablement. Mon téléphone a commencé à sonner vers midi. Michel, appelant de chez ses parents. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Des larmes, des excuses, des promesses de faire mieux, des supplications pour que je reconsidère. Je l'ai supprimé. Elle a appelé 6 autres fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Les jours suivants ont suivi un schéma, de multiples messages vocaux de plus en plus désespérés, de longs textos expliquant à quel point elle était désolée. Elle s'est présentée à la maison 2 fois. Je n'ai pas ouvert la porte. Jeudi, elle a envoyé un texto particulièrement long. J'ai quitté le groupe, je leur ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir. Je sais ce qu'elles m'ont fait, comment elles ont empoisonné mon esprit contre toi. S'il te plaît, Daniel, pouvons-nous juste parler? Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. J'ai plutôt appelé Robert Williams. Elle panique, lui dis-je. Elle appelle constamment, se présente à la maison, promet de tout changer. Schéma classique, répondit Williams. La réalité s'installe. Avez-vous eu des nouvelles de son avocat? Je ne pense pas qu'elle en ait engagé un, répondis-je. Elle le fera. Probablement en train de chercher quelqu'un qui prendra l'affaire au pourcentage. Une conjointe sans emploi dans un divorce a des options limitées, expliqua-t-il. Cette nuit-là, Michel a essayé une approche différente. Au lieu d'appeler, elle est venue à la maison vers 21h et s'est assise dans sa voiture dans l'allée. Juste assise là, comme si elle attendait que je sorte et que je l'invite à rentrer. Je l'ai observée par la fenêtre de la chambre. Elle avait l'air pathétique, affalée sur le volant, s'essuyant les yeux de temps en temps. Cette femme qui avait été si confiante lorsqu'elle avait exigé un mariage libre était maintenant réduite à camper dans mon allée comme une harceleuse. Au bout d'1 heure, elle a abandonné et est partie. Elle était de retour la nuit suivante et la nuit d'après. Dimanche, j'en ai eu assez. Quand j'ai vu sa voiture arriver, je suis sorti et je me suis approché de la fenêtre côté conducteur. Michel l'a baissée avec empressement, l'espoir illuminant son visage. Daniel, j'espérais que nous pourrions, commença-t-elle. Arrête de venir ici, l'interrompis-je. L'espoir s'est éteint. Je veux juste parler, plaida-t-elle. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. C'est fini, répondis-je fermement. Ça n'a pas à être fini. On peut aller en thérapie, suggéra-t-elle désespérément. Michel, écoute-moi très attentivement, dis-je. Tu m'as demandé de te laisser me tromper. Quand j'ai dit non, tu as menacé de partir. J'ai vu ton bluff. C'est la fin de l'histoire. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort, protesta-t-elle. Tu réalises maintenant que ton plan a échoué. Tu pensais que j'allais céder, accepter une version de ce que tu voulais. Au lieu de cela,
Tu fais face au divorce et tu vis dans le sous-sol de tes parents, répondis-je. Je t'aime, murmura-t-elle. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je t'offrais, mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais demandé d'accepter ta tromperie, répondis-je. Michel s'est remise à pleurer. Daniel, s'il te plaît. Est-ce que 7 ans de mariage ne comptent pour rien? Il comptait pour tout jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas assez, répliquai-je. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison. Elle est restée assise là pendant encore 1 heure, mais je n'ai plus regardé par la fenêtre. Elle n'est pas revenue après cette nuit-là. Les appels et les textos se sont également raréfiés progressivement. 3 semaines après avoir déposé ma demande, Williams m'a appelé avec une mise à jour. Elle a engagé un avocat. Le moins cher qu'elle ait pu trouver, a-t-il rapporté. Il a appelé ce matin pour discuter des conditions d'un accord. Quel genre d'accord, demandai-je. L'habituel. Elle veut la maison, la moitié des comptes de retraite, une pension alimentaire permanente. La liste de souhaits standards pour une conjointe sans emploi, expliqua-t-il. Et que lui avez-vous dit, m'enquis-je. Williams gloussa. Je lui ai dit de revoir les circonstances qui ont mené à la demande et de me rappeler quand il aurait des exigences plus réalistes. 2 jours plus tard, l'avocat de Michel a rappelé. Elle acceptait notre offre de règlement, la moitié des actifs liquides, environ 8 000 $ au total, sa voiture, ses effets personnels et 6 mois de pension alimentaire temporaire. Je gardais la maison, les comptes de retraite, mon camion. Une rupture nette. Je n'ai rien ressenti quand Williams m'a annoncé la nouvelle. Ni soulagement, ni satisfaction, ni regret. Juste un sentiment d'achèvement, comme la fin d'un travail long et désagréable. Le palais de justice était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des sols en marbre, un éclairage fluorescent, une atmosphère institutionnelle qui rendait tout définitif et officiel. J'étais assis dans le couloir devant la salle d'audience 3C, portant le même costume que j'avais porté à notre mariage 7 ans plus tôt. Michel est arrivé avec 15 minutes de retard avec son avocat au rabais. Elle avait l'air terrible, mince, pâle, portant une robe qui semblait venir d'un rayon de solde. La femme confiante qui avait exigé un mariage libre 3 mois auparavant avait été remplacée par quelqu'un qui avait l'air vaincu et désespéré. Quand notre affaire a été appelée, nous sommes entrés dans la salle d'audience comme des armées adverses déposant les armes. La juge Patricia Hernandez présidait, une femme pragmatique dans la cinquantaine qui avait probablement vu toutes les variations de l'échec conjugal humain. Il s'agit d'une dissolution de mariage non contestée fondée sur des différends irréconciliables, a annoncé la juge après avoir examiné notre dossier. Les 2 parties ont accepté les termes du règlement. Madame Foster, est-ce exact? La voix de Michel était à peine audible. Oui, votre honneur. Monsieur Foster, demanda la juge. Oui, votre honneur, confirmai-je. La juge a feuilleté plusieurs pages. Madame Foster, vous comprenez que vous renoncez à votre droit à une pension alimentaire permanente en échange de 6 mois de pension temporaire? Oui, votre honneur, répondit doucement Michel. Et vous êtes tous les 2 satisfaits que ce règlement soit juste et équitable, s'enquit la juge. C'était le moment que je redoutais, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que je savais que Michel pourrait tenter une dernière manœuvre désespérée. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. Oui, votre honneur, répondit-elle. La juge Hernandez a signé plusieurs documents et nous a regardés. La dissolution du mariage entre Daniel Foster et Michel Foster est par la présente accordée, avec effet immédiat. Vous êtes tous les 2 libres de vous remarier. Bonne chance à vous 2. Et voilà, 7 ans de mariage étaient légalement effacés. Pas de drame, pas de confrontation finale, juste une efficacité bureaucratique et le son d'un marteau. Michel pleurait doucement en quittant la salle d'audience. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pendant nos disputes, mais un chagrin sincère pour ce qu'elle avait jeté. J'ai ressenti un moment de pitié pour elle, mais il est vite passé. En sortant du palais de justice, j'entendais Michel sangloter derrière moi. Mais je ne me suis pas retourné. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Le réveil sonne à 5h30, mais au lieu de me traîner hors du lit pour travailler pour quelqu'un d'autre, je suis debout de bonne heure pour examiner les plannings des projets de Foster Construction, l'entreprise que j'ai bâtie de A à Z après que mon monde se soit effondré.
Ça a commencé petit. 2 ans après le divorce, j'ai utilisé mes économies et un prêt commercial pour acheter un camion et des outils, et j'ai accepté de petits chantiers résidentiels. Aujourd'hui, Foster Construction emploie 15 personnes et s'occupe de tout, des maisons sur mesure aux rénovations commerciales. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de $800 000. La modeste maison que je m'étais battue pour garder lors du divorce a été transformée, agrandie, modernisée, et vaut maintenant le triple de ce que Michel et moi avions payé à l'origine. Mais la vraie transformation n'est pas dans l'entreprise ou la maison. C'est dans l'homme qui possède les deux. Sarah Martinez est entrée dans ma vie il y a 3 ans. C'était une professeure d'anglais au lycée, 34 ans, jamais mariée, farouchement indépendante. Alors que je rénovais la cuisine de sa sœur, Sarah posait des questions intelligentes sur les travaux de structure, semblait sincèrement intéressée par le savoir-faire. La plupart des gens veulent juste savoir quand ce sera fini, lui ai-je dit autour d'un café une semaine plus tard. Toi, tu t'es vraiment soucié de la façon dont c'est fait. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, a-t-elle répondu avec un sourire, que ce soit la littérature ou les murs porteurs. Nous avons pris notre temps. Sarah avait sa propre maison, sa carrière, ses comptes de retraite. Elle n'avait pas besoin de moi pour subvenir à ses besoins ou donner un sens à sa vie. Elle me voulait dans sa vie parce qu'elle appréciait ma compagnie. La différence était profonde. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, pas d'agenda caché. Quand Sarah avait des inquiétudes, elle les abordait directement. Après des années à essayer de décoder les allusions passives-agressives de Michel, la communication directe de Sarah m'a semblé être une révélation. L'année dernière, nous avons emménagé ensemble, dans ma maison, que Sarah a aidé à redessiner. Elle a insisté pour payer sa part malgré mes protestations que je pouvais gérer les dépenses. Je ne suis pas intéressé à être entretenu, a-t-elle dit fermement. Je suis intéressé à être une partenaire. Le mois dernier, je l'ai demandé en mariage. Non pas avec l'espoir désespéré de m'attacher à quelqu'un que j'avais peur de perdre, mais avec la confiance calme d'un homme qui avait trouvé quelqu'un avec qui il valait la peine de construire une vie. Sarah a dit oui immédiatement, puis m'a surpris. J'ai déjà parlé à mon avocat d'un contrat de mariage, a-t-elle annoncé. Je pense que nous devrions tous les deux protéger ce que nous avons construit indépendamment. Si Michel avait suggéré cela, j'aurais été blessé. De la part de Sarah, c'était tout simplement logique. Nous étions tous les deux des adultes établis avec des actifs et des carrières. Pendant ce temps, la vie de Michel était restée figée dans les conséquences. Je ne suis pas activement ses faits et gestes, mais dans une ville de cette taille, les informations circulent. Elle vit toujours chez ses parents, bien qu'ils approchent tous les deux des 70 ans maintenant. Elle travaille à temps plein dans un cabinet médical. Mieux que le travail dans un salon de manucure qu'elle avait pris immédiatement après le divorce, mais encore loin de la vie confortable qu'elle avait abandonnée. Elle ne s'est jamais remariée. Des amis ont mentionné l'avoir vue sur des applications de rencontres, mais apparemment, les hommes ne se bousculent pas pour épouser une femme dont le précédent mari a divorcé parce qu'elle exigeait une relation libre. L'histoire avait fait le tour de notre cercle social. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir été si dur avec Michel. Je n'ai pas été dur, j'ai eu du respect pour moi-même. Michel a fait le choix de valoriser ses désirs au-dessus de notre mariage. J'ai répondu en valorisant ma dignité au-dessus de sa présence dans ma vie. Sarah et moi prévoyons un petit mariage, famille immédiate et amis proches. Nous sommes tous les deux plus âgés, plus posés, moins intéressés par le spectacle que par la substance. Tu penses que tu voudras des enfants, a récemment demandé Sarah alors que nous discutions de notre avenir. Peut-être, ai-je répondu. Et toi? Peut-être, mais je suis heureuse dans les deux cas. Je ne compte pas sur toi pour compléter ma vie, Daniel. Tu l'améliores, a-t-elle répondu. C'est la différence entre Sarah et Michel en une seule phrase. Michel s'attendait à ce que je comble tous les vides de sa vie. Quand j'ai inévitablement échoué à être tout pour elle, elle a cherché ailleurs d'abord auprès de ses amis toxiques, puis dans le fantasme d'autres hommes. Sarah aborde notre relation comme un ajout à une vie déjà bien remplie, pas comme un remplacement pour une vie vide. Elle a sa carrière, ses amitiés, ses intérêts, ses objectifs. Je ne suis pas responsable de son bonheur, j'ai juste la chance de le partager. Il y a 8 ans, je pensais que ma vie se terminait quand Michel a franchi cette porte en exigeant que j'accepte son infidélité.
Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Michel m'a appris ce que je n'accepterais pas. Sarah m'a montré ce que je méritais. Et parfois, apprendre ce que vous ne tolérez pas est la première étape pour trouver ce que vous voulez vraiment. Et nous voici arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.